Alors, on va le C'est mettre pas, comme... c'est pas très encombrant. Non, c'est pas très encombrant. Donc alors, le tarot, quand on dit on se fait tirer les cartes, c'est ça. Ouais, C'est le tarot, en fait. ouais. Voilà. Donc, moi, j'ai une amie qui est vietnamienne, qui, toute sa vie, s'est fait tirer les cartes et qui continue à se faire tirer les cartes. Mais chez les Vietnamiens, c'est un petit peu une culture. Ils ne décident rien sans voir des voyantes ou des tireuses de cartes. Quand ils achètent un appartement, ils font venir une voyante avant de l'acheter, avant de se décider, avant d'emménager aussi, pour savoir où il faut placer le lit, par rapport à la fenêtre, le bureau, pas devant la porte d'entrée, parce que l'argent pourrait partir par la porte d'entrée si jamais on a de l'argent. Enfin, ils sont hyper superstitieux et ils vivent avec les voyantes. C'est des voyantes ou c'est d'autres choses? Enfin, Alors, il y a des voyantes et des tireuses de cartes. Alors, je ne sais pas quelle est la différence, mais pour moi, une voyante tire les cartes, forcément. Voilà. t'as des gens qui ont des voyants, qui ont des visions, qui lisent dans le café, par exemple. Oui. T'as d'autres supports. Oui. Mais effectivement, en général, les voyantes, elles utilisent elles utilisent à un moment les cartes. Voilà, oui, voilà. Après, t'as plein de choses. T'as des gens qui voient les fantômes, qui parlent avec les morts. Oui. Ah oui, oui, Ouais. ça, j'ai connu ça dans mon enfance. Raconte-moi. Dans mon enfance, pendant la guerre, ma mère avait une voisine âgée. Moi, je ne sais pas quel âge elle pouvait avoir à l'époque. Moi, je la trouvais très, très vieille, etc. Et elle faisait tourner les tables. Enfin, elle se mettait autour d'une table et elle posait ses mains dessus et elle interrogeait les morts ou les gens qui n'étaient pas là, par exemple les prisonniers qui étaient à la guerre. Et ma mère allait la voir parce que mon père a été prisonnier des Allemands pendant 4 ans. On n'avait aucune nouvelle, elle ne savait pas s'il était vivant ou mort, etc. Et tu vois, elle était tellement angoissée, elle allait voir cette bonne femme. Mais moi, j'allais quelquefois avec ma mère, tante Yvette aussi. Et elle mettait ses mains sur la table et elle disait, voilà, alors ce monsieur, donc il s'agissait de mon père, est-ce qu'il est vivant, etc. Et la table bougeait. Et c'était des réponses. Elle interprétait les mouvements de la table. Alors, qu'est-ce qui faisait bouger la table? Est-ce que c'était elle? Est-ce que c'était je ne sais pas quoi? Ou grincer, etc. Elle interprétait ça et elle donnait des nouvelles. Et alors, quelles étaient les nouvelles? Ben, les nouvelles, elle a toujours dit qu'il était vivant. Et effectivement, il était vivant puisqu'il est rentré de la guerre au bout de 4 ans. Mais il y a une fois où elle avait donné une précision, je me souviens très très bien. Elle avait dit, il est vivant, mais il a très froid, il a les pieds dans des sabots, dans la neige. Et peu de temps après, ma mère a reçu une photo, une missive. Il y avait du courrier qui passait quand même, quelquefois entre les prisonniers. Sûr. Et la photo de mon père, je crois que je l'ai toujours, il était en habit de prisonnier, si tu veux, dans des gros sabots en bois dans la neige. Comment t'expliques ça? Je ne sais pas, je ne l'explique pas. Et ma mère y croyait dur comme fer. Il faudrait que j'interroge tante Yvette parce qu'elle avait 7 ans de plus que moi. Donc elle a de meilleurs souvenirs. Moi, pendant la guerre, j'avais... la déclaration de la guerre, j'avais 2 ans. Donc j'avais peut-être 4-5 ans, tu vois, l'âge de Basile. Mais ça a dû faire tenir ta mère. Ma mère, ça l'a fait tenir. Ma mère, elle a toujours été persuadée que son mari était vivant, qu'il reviendrait. Et d'ailleurs, elle me faisait sortir dans le jardin le soir et elle me disait, regarde ma chérie, regarde la lune. Ton papa aussi regarde la lune. Tu vois. Oh, c'est trop mignon. Ce sont des souvenirs tristes, mais sont des souvenirs tristes, sont des souvenirs de guerre. Voilà. Et donc, et en même temps, je pense... cette nana-là, qui est sûrement un charlatan, enfin, on ne sait pas, mais, enfin, je veux dire, elle faisait pas payer, hein, c'était une amie, c'était la mère d'une voisine, enfin, c'était une vieille dame qui vivait chez ses enfants. Et donc, il y avait une petite fille qui allait à l'école avec moi. Ouais, donc, elle, c'est ouais. Donc, elle en faisait pas le commerce, c'était pas... Parce qu'à l'époque, on parlait pas de voyante, on parlait pas de... Il y avait au Langon, tu vois ce que c'est que le Langon, le village de ma grand-mère, de ton arrière-grand-mère, donc. Il y avait une bonne femme qu'ils appelaient la dormeuse de Chais. Chais, c'est un village, la dormeuse. Alors
Elle dormait, les gens allaient la voir, elle se mettait la tête sur l'oreiller et elle dormait. Et elle voyait des choses quand elle dormait. On lui posait des questions, elle voyait des choses. Et ma mère était allée la voir aussi. Et tu te souviens de ce qu'elle avait vu? Non, elle lui avait dit qu'il était vivant, qu'il était prisonnier, qu'il travaillait dans une ferme, etc., mais qu'il était vivant et qu'il reviendrait. Mais c'est hallucinant. Mais alors, quand il y avait même. des choses comme ça dans les villages, tu vois. Comme il y a des rebouteux, des guérisseurs. T'as déjà vu des guérisseurs, toi? Oui, Quand ça? ben, j'ai vu à plusieurs reprises, au moins 2 fois, des gens qui font passer le feu, par exemple, Ouais. qui guérissent les brûlures. Et ça, je l'ai vécu, ça. Ça, alors là, j'ai vécu ça, ça marche. Alors ça, j'y crois dur comme fer. Parce qu'ils ont guéri Billy à 2 reprises de brûlures très graves qui auraient pu le faire souffrir, lui laisser des marques, etc. Et ça, c'est des guérisseuses qui m'ont Et fait. comment elles ont fait? Elles ont mis leurs mains Oui, sur... oui, oui. Billy, quand il avait 7 mois, il a eu un zona, ce qui est très rare chez les bébés. Ouais. Et donc, je l'avais emmené chez le pédiatre qui m'avait dit, oh là là, il va avoir mal, il va souffrir, ça va prendre du temps à partir, etc. Il avait des boutons, tu vois, sur le torse. Et Papy Pelot travaillait à l'époque à l'usine de Lac. Et ma belle-sœur, qui était au courant, me dit, écoute, il y a un pompier ici à l'usine de Lac qui fait passer les brûlures, qui guérit les zonas, etc. Je te l'envoie. Je revois très bien la scène. C'était un bébé de 7 mois. Le type est arrivé, il le touchait et il disait des choses. Il disait des choses en fermant les yeux. Il était rouge, il était en âge, etc. Et après, il a dit, il n'aura jamais mal. Les boutons vont sécher dans la semaine, les croûtes vont tomber, il n'aura rien. Et c'est ce qui s'est passé. Et une autre fois, toujours Billy, il avait 2 ou 3 ans, en Bretagne, il s'est pris une casserole d'eau bouillante. Tu vois, les enfants, voilà, il passe à côté de machin, il a pris la queue, voilà, les accidents quotidiens avec des enfants, il faut faire attention à tout. Il a reçu une casserole d'eau bouillante sur le bras. Je suis sortie dans la rue pour aller à la voiture, etc. Tu vois, affolée, etc., avec mon bébé qui hurlait, etc. Et là, je rencontre une dame, non mais la chance, qui me dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Ah, il s'est brûlé. Ah, mais moi, je fais passer les brûlures, madame. Laissez-le, moi, je vais le toucher, regardez, etc. Alors, elle le regardait dans les yeux, puis elle lui disait, je vois ce qu'elle disait. Elle m'a dit, il n'aura rien. Je suis allée à la clinique, il avait la peau qui pendait, enfin, tu vois, c'était brûlé. Ils m'ont dit, bah, écoutez, on va vous donner un pansement, mais il aura des cicatrices, etc. Elle n'a rien eu, ça s'est passé du jour au lendemain. Et c'était qui cette nana que t'as croisée dans la rue? C'était une dame qui passait dans la rue. Je ne l'ai jamais revue. Est-ce que tu crois que c'est cette dame qui est magique ou est-ce que c'est l'espoir qui est magique? Est-ce que c'est le fait que t'aies cru? Est-ce que Non. tout ça n'est pas... Je ne crois pas. Tu penses Je- qu'il y a des gens magiques? Je pense qu'il y a des gens qui ont un don. Oui. On dit, ah ben ça, alors ça c'est connu, mais il paraît que ton père sait faire passer les brûlures. C'est Charlotte qui m'avait dit ça. Alors, moi, j'ai jamais été brûlée, donc je sais pas. Non, non, mais ça existe partout. Et pour les zonas, parce que les zonas, tu as des boutons, c'est Ouais. un virus et ça te fait des brûlures et les gens ont la sensation d'être brûlés pendant des jours et des jours, ça fait souffrir. Et ça marche très très bien. Quand tu as un zona, d'ailleurs, même les médecins le disent, si vous connaissez un guérisseur qui fait passer les zonas, allez-y. Moi, je ne peux Ouais. rien pour vous. Ouais. Dingue. Ah ben, c'est ce qu'on dit. Et ta mère, donc il y avait cette nana qui, juste pour revenir Oui. aux antécédents. Donc ta mère, il y avait cette nana qui faisait tourner les tables, il y avait cette dormeuse Oui. qui voyait des choses Oui. quand elle Oui. dormait. Donc elle en a vu plusieurs quand ton père était à la guerre. Oui. Et est-ce que par exemple quand elle a été malade, elle a eu recours à ce... Parce qu'elle a été malade à un Oui. moment, est-ce qu'elle a eu recours à ce genre de magicienne Non. pour se sauver? Non, Non. on n'en a plus parlé. On n'en a plus parlé. Quand ton père est rentré de la guerre, Oui, non. tout allait bien parce qu'il était rentré Oui. et c'était résolu. Oui, Est-ce que ton père, lui, a fait appel à ce genre de gens? non, pas du tout. Euh, Non, pas du tout. Mon père, je pense qu'il n'y croyait pas. Ouais. C'est très féminin, oui, parce que moi, tous les hommes autour de moi, par exemple, tu vois Olivier, mes petits-fils, etc., ils disent, bon, c'est du charlatanisme, ne crois pas du tout à ça.
Et toi, d'ailleurs, ta première réaction, quand je suis arrivée à la maison Oui. et que j'ai sorti mes cartes, la première réaction, c'était de me dire ouais, moi, j'y crois pas trop. Mais en fait, quand on creuse, t'y crois pas trop, mais tu penses quand même qu'il y a des gens qui ont des dons. Alors moi, j'ai une expérience personnelle. Je me suis fait tirer les cartes une fois. Je me doute du moment, c'est quand tu t'es séparée. Oui, voilà. Il y avait une secrétaire chez Total que je connaissais bien et qui m'avait dit, moi je connais une voyante qui tire les cartes, qui est super, etc. C'était à Suresnes. Donc je suis allée la voir une fois. Et alors j'ai vraiment cru, j'y ai vraiment cru là. Elle m'a dit des choses qui se sont révélées et elle m'a aidée en fait dans mes décisions. Bon, pour le divorce, la séparation, elle m'a pas dit grand-chose, rien. Mais elle m'a dit des choses en tirant les cartes, par exemple sur Marc, qui était à l'époque chef de clinique en réanimation médicale au CHU de Grenoble. Marc, c'est Billy, celui dont on parlait tout à l'heure, c'est le fils. Enfin, Voilà, mon c'est oncle. mon fils aîné qui est médecin et qui était chef de clinique en réanimation médicale au CHU de Grenoble à l'époque. Et son patron lui avait fait miroiter, lui avait dit: tu vas être le prochain agrégé. Ouais. Le prochain agrégé en réanimation Oui. médicale. Donc il travaillait comme un fou, etc., nuit et jour, enfin, il prenait des gardes, etc. Et cette voyante m'avait dit: vous avez un fils, je ne sais pas trop ce qu'il fait, mais je le vois avec une blouse blanche. Et il essaie de gravir comme une montagne infranchissable, très difficile à atteindre, et malheureusement, il ne l'atteindra jamais. Ok. Et peu après, peut-être 6 mois après, dans ce service de réanimation médicale est arrivée une petite jeune femme. Le patron s'est amouraché de cette jeune femme et il a dit: bon, c'est toi qui seras le prochain chef de service, qui me remplacera, je te pousse pour l'agrégation. Et c'est à ce moment-là que Billy a vu que c'était foutu pour lui et qu'il est rentré dans une clinique privée où il a acheté des actions pour être anesthésiste, réanimateur. Et Mais il a gravi en quand même privé. la montagne, une autre montagne, mais il a gravi quand même Et parce que Billy quand finalement, même a eu une belle carrière quand Une même. très belle carrière, il a gagné certainement mieux sa vie et il avait des actions dans cette clinique. Il va prendre sa retraite maintenant le mois prochain et il a travaillé pendant 40 ans dans cette clinique comme anesthésiste réanimateur. Et il a été heureux dans cette clinique sur le plan professionnel. Et alors, ce qu'elle m'avait dit d'autre, c'est pour ça que ça, j'y crois, cette femme, ce qu'elle m'a dit, ça s'est vérifié. Et moi, ce qu'elle m'avait dit: écoutez, vous allez faire quelque chose. Dans le monde associatif, vous allez recevoir des dons et je vous vois créer une association, peut-être partir à l'étranger, j'en sais rien. Et c'est là où je me suis lancée, où je suis partie au Liban. Je suis partie au Liban pour d'abord me refaire une santé parce que j'étais un peu détruite par cette séparation, ce divorce, où j'ai travaillé dans un orphelinat, où où j'ai fait la connaissance d'un prêtre libanais avec qui on a eu des projets, et le projet de cette association pour le Liban. Et quand je suis revenue, j'ai créé mon association et j'ai reçu des dons de tas de gens. Et j'ai commencé à faire des brocantes, à vendre, etc. J'ai mon association qui a duré, qui a marché pendant 15 ou 20 ans. Et j'allais au Liban de temps en temps, je gagnais de l'argent en vendant des brocantes. Quand j'avais assez de dollars, assez d'argent, je les transférais en dollars et je partais au Liban et je dépensais. Et grâce à cette association, on a créé avec ce prêtre une maison de famille pour les orphelines de guerre, de la guerre du Liban. C'était dans les années 90. Hein. Ce prêtre avait une maison de campagne. Il l'a donnée à mon association et moi je l'ai meublée. J'ai acheté les lits, j'ai acheté les frigos, les tables pour 50 enfants, 50 orphelins. Donc ces orphelines dont je m'étais occupée dans cet orphelinat, qui étaient dans cet orphelinat toute l'année, grâce à mon association, pouvaient prendre des vacances dans cette maison qui était dans la montagne, avec vue sur la mer, etc. Elles prenaient des vacances 3 fois par an, l'été, etc. Elles sortaient de leur orphelinat
parce qu'elle n'avait plus de famille, ne voyait que les bonnes sœurs, etc. Et ça marche. Donc ça marchait pendant 20 ans. Alors maintenant, il y a eu d'autres guerres au Liban, mon association, elle n'existe plus. Mais la maison existe toujours. Et ce qu'il y a, parce que je suis toujours en très bon contact avec ce prêtre libanais qui maintenant est à Lourdes, et on se téléphone souvent, et la maison sert maintenant à des transferts de jeunes gens, tu vois, entre des Français ça se passe dans les paroisses catholiques. La paroisse de Lourdes où travaille mon prêtre libanais, il envoie des jeunes gens de Lourdes ou de Paris qui vont passer des vacances dans cette maison. Et les Libanais viennent en France. Donc, il y a des échanges. Donc, elle sert toujours, cette maison. Mais je l'ai meublée complètement. Et puis, Mais au-delà de la maison qui est matérielle, ce qui a été fait et restera pour toujours, alors, de toute façon. De toute façon. Les rencontres. Et je pense que cette voyante, me disant ça, m'a aidé à franchir le pas. Parce que c'était dans ma tête, certainement, mais je ne savais pas trop comment faire, je ne savais pas comment m'y prendre, parce que c'est bien joli de dire je vais créer une association pour les Libanais, etc. Elle m'a donné le coup de pouce pour le faire. Moi, je pense que c'est du domaine de l'intuition, voilà. Et que c'est du domaine et c'est bienveillant en règle générale quand même. Quand c'est malveillant, c'est les gens qui te disent des choses négatives, qui te mettent des choses négatives dans la tête, c'est mauvais. Mais quand c'est positif et que ça te donne de l'élan, effectivement, c'est... Donc, si tu veux, je disais toujours que je n'y croyais pas, mais là, j'étais quand même vraiment dans une situation difficile, très angoissante, au moment de mon divorce. Et j'étais allée voir cette femme, et donc je dis que cette femme m'a aidée. Et que je ne peux pas dire maintenant que je ne crois pas, parce que j'ai cette expérience personnelle. Et tu l'as revue après ? Non, je ne l'ai pas revue, mais je lui ai téléphoné. Je lui ai dit ce que j'avais fait. Elle m'a dit repasser me voir, etc. Mais je n'ai pas voulu, mais puis j'étais occupée, j'ai fait des choses. Et ça m'a... Si tu veux, cette histoire d'association libanaise et de Liban, cette histoire-là m'a sauvée, m'a remise sur pied. J'étais en train d'être détruite par un homme qui me détruisait, qui me disait que je valais rien, que j'avais jamais rien fait de... Tu sais ce qui se passe dans ces cas-là. Bon, et je dis toujours que c'est pour ça que j'ai toujours tu vois, un coup de cœur pour les Libanais, le Liban. Pour moi, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie parce que ces gens-là m'ont sauvé à partir du moment où j'ai fait ça. Parce que quand je suis arrivé au Liban, après, avec mes dollars qu'on a travaillé là-bas, j'y allais quelquefois 2 ou 3 mois, ces gens-là étaient magnifiques. Magnifiques. C'était des gens qui avaient vécu la guerre, qui vivaient de rien, qui avaient souffert, et qui s'entraidaient, qui étaient malgré tout joyeux, fatalistes. Et ces gens-là m'ont remis sur pied comme c'est pas possible. Et je le sais. Alors moi, ils disent que je suis leur bienfaitrice. Le père Daou dit toujours Gisèle, notre bienfaitrice, etc. Mais eux, ils m'ont fait du bien. Ils t'ont sauvé et tu les as sauvés. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne très bien. Donc, je ne peux pas dire que je ne crois pas aux tireuses de cartes, aux voyantes et à tous ces gens-là. Mais maintenant, j'évite. Voilà. Est-ce que toi, tu as eu des moments magiques dans ta vie comme par exemple, alors tu as perdu ton père, tu as perdu ta mère. Oui, mais enfin, à mon âge, perdre mon père, c'est normal. Oui, mais c'est... Enfin, oui. je veux dire... Oui, j'ai perdu. Non, mais je veux juste pour... Est-ce que par exemple, tu as perdu quand même ta mère jeune, est-ce que tu as déjà eu... t'as des visions où ils sont venus dans tes rêves? Est-ce que tu as déjà eu des moments, toi, un peu magiques où... Non, je ne crois pas. Non. Ce qu'il y a, c'est que je rêve beaucoup aux gens qui sont morts, surtout en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de morts. Tous mes amis sont morts maintenant autour de moi, tu vois. Donc, non, j'ai pas eu ça, j'ai pas eu de vision comme ça. Et quand tu rêves, il y a des choses que tu te dis. Qu'est-ce que tu penses que c'est les rêves? C'est de l'inconscient? Je te dis pas forcément que c'est de la magie. Je te pose vraiment la question. Qu'est-ce que tu penses que c'est les rêves? C'est quoi les rêves? J'en sais rien, je ne saurais pas te dire. Mais moi, j'ai l'impression que quand je vois mes amis, ça m'arrive très très souvent de revoir Duc, tu vois,
ou Jean-Louis Gittard, François, etc., ils sont toujours gais. Et j'ai l'impression que je les retrouve. Ça me plaît. Oui, et donc ça te fait du bien. Et est-ce qu'il y a des choses qui sont dites dans les rêves? Ou est-ce que juste ils sont gays et c'est un moment d'amour et de partage sans mots? C'est-à-dire Oui, alors on c'est partage ça, en fait. des situations, on fait des choses, on se promène, on déjeune ensemble, etc. J'ai l'impression de les retrouver. Quand je me réveille, j'ai l'impression d'avoir vécu un moment avec eux. Mais autrement, j'ai rêvé à ma grand-mère il n'y a pas longtemps aussi, ce qui est quand même rare. Ma mère, c'est très loin maintenant, très très loin. Et t'as rêvé de ta grand-mère? Oui, j'ai rêvé de ma grand-mère. Je sais peut-être parce que Billy m'a envoyé une photo. Elle était comment cette photo? Oh, bah, c'est une photo, parce que quand Billy est venu, je lui ai donné des vieux films que j'avais là, que je voulais jeter parce qu'on n'a plus d'appareil pour regarder ces films, tu vois. Mais non, on peut les. C'est ce qu'il m'a dit. Donc il a tout emporté. Et donc il a regardé ça. Donc il a fait des découvertes incroyables de deux petites, ta mère toute petite, au Langon quand on avait la maison, des vacances de ski, etc. Et la communion de Christian, tu vois, tu sais qui est Christian. Donc Christian, il a fait sa communion, il avait 11 ans. Billy en avait 6 ou 7. Et donc c'est rigolo. Et là, à la communion de Christian, il y avait ma grand-mère. Donc il m'a envoyé une photo de ma grand-mère. Mais il est en train de tout remettre sur pied. Et on pourra regarder les films d'ici peu de temps. Incroyable. Attends, je replace juste le micro. Je vais le mettre un peu plus près de nous. Je vais le mettre comme ça. Et attends, je sais pas si c'est bon. On va le laisser là. Et qu'est-ce que il y avait des choses que tu avais oubliées dans ces films ou pas oui, il y a certainement des choses que j'avais oubliées parce qu'il y a plein de films de nos vacances. Par exemple, il y a un film qui m'intéressera beaucoup, qui a été pris en 1968. C'est l'année où on a rencontré les Ducs au Club Méditerranée à Caprera. Et d'ailleurs, je peux te montrer une photo. Passe-moi mon portable. On a rencontré les Ducs sur une crique et ils avaient 2 enfants. Ils avaient Marc, le Marc Duc, et nous, on avait Billy et ta mère. Billy avait 7 ans, ta mère en avait 5, et Marc Duc en avait 6. Et il y avait un autre petit garçon, un petit Vietnamien, on croyait que c'était leur fils, mais c'était un enfant de leurs amis. Et là, c'est une amitié qui a duré depuis 1968, toute notre vie. Les Ducs, c'est un peu la même famille, on fait partie de la même famille. Et là, ils nous ont appris, au bout de quelques jours, parce qu'on a sympathisé, qu'ils étaient en voyage de noces. Ils se sont mariés en 68. Et donc, ils n'avaient pas les filles, évidemment, elles sont nées après. Et il y avait Marc Duc qui était né, lui, d'un premier mariage. Et les enfants, ils apprenaient... Tu montreras, moi aussi, je veux voir ces vidéos, mamie. Hein. Non, alors, moi, je vais te montrer la photo, parce qu'on avait pris une photo, et Marc, il n'a pas envoyé les vidéos, il a envoyé les photos. Tiens, voilà la photo. Ils sont en train de manger des glaces. Ils sont tous habillés pareil. Non, mais attends. Alors, il y a Billy derrière et ta mère devant. Non, mais je reconnais maman, mais qu'est-ce qu'elle n'a pas changé? On se ressemble quand même. Hein. Oui. C'est dingue. Elle est trop cool cette photo. Elle est marrante cette photo. Elle est belle cette veste. Attends, revenons à nos moutons. Oui. Revenons à nos moutons. Donc, les rêves, pour toi, c'est un moment où, en fait, tu as l'impression de les avoir vus, mais est-ce que tu penses que est-ce que tu penses qu'il y a... Non, tu penses pas qu'ils peuvent le ressentir ressentir de là où ils sont? Non, je crois pas. Non, mais les rêves, quelquefois, ça vient parce que tu as parlé d'une chose de quelqu'un dans la journée et tu rêves à cette personne la nuit. Moi, très souvent, ça m'arrive. Où tu vois, tu rencontres quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Par exemple, toi, je te vois, je ne t'ai pas vu depuis longtemps, je peux rêver à toi cette nuit, puis on peut faire des trucs ensemble, etc. Non, mais vivement cette nuit. Non, mais tu vois, mais c'est qui est très... Oui, mais tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui ont des dons. Tu penses pas qu'on a tous un petit peu un don? Enfin... Non, je crois pas. Alors pourquoi il y en a qui sont choisis pourquoi, par exemple, cette voyante, cette dormeuse, pourquoi elle a un don et pas nous? Eh ben, j'en sais rien. Tu crois pas que si on aiguise, on a nous aussi un don? Si on s'entraîne, si on se fait confiance? Il y a des gens qui disent qu'ils ont un don et qu'ils peuvent le transmettre.
J'ai entendu dire ça. Qui? À quelle occasion? Ah, j'en sais rien, mais où je l'ai lu, des gens qui disent, ben oui, j'ai ce don, mais je voudrais le transmettre à ma fille. Mais le transmettre comment? J'en sais rien. Il n'y a pas de mot magique. Donc, t'as jamais vu de fantôme? Non, T'as jamais... Non, jamais. non. T'as pas eu de rêve prémonitoire? Ça, peut-être. J'aurais pas d'exemple à te donner, mais ça peut-être. Des rêves prémonitoires. Est-ce que tu crois en la sorcellerie? Non, Non. Tu crois en la vie après la mort? non plus. Tu penses qu'il se passe quoi après la mort? Rien. Moi, je suis pas d'accord. Oui, alors moi, j'y ai cru à la vie après la mort, à la mort de ma mère, mais j'avais 18 ans. Donc, si tu veux, ça m'aidait. J'y croyais, je lui parlais. Je... Mais maintenant, je pense que la mort, c'est la finie et qu'il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien après. Moi, j'y crois pas et je peux t'assurer que quand tu seras mort, je te parlerai. Mais bon. Oui, mais quand mon père est mort, je sais que ma belle-mère, qui était très croyante, mamie Renée, Croyant catholique. oui, catholique, elle avait été protestante avant, elle s'était convertie au catholicisme. Et elle m'avait dit, oh papa, nous protégera tous, quand mon père est mort. Et je sais que Billy, à l'époque, passait le concours, l'internat, etc. Donc elle disait, il va le protéger, il aura son internat, etc. Bon, il a eu son internat, Et effectivement. maman, elle faisait quoi à ce moment-là? Au moment de... Bah, au moment. Enfin, quand tu dis Billy passait son internat, maman, elle faisait quoi? Ben, ta mère, elle était mariée, elle avait déjà un enfant, même peut-être que toi aussi, tu étais né. Marc, il a passé son internat assez tard, parce qu'on est en 6e année de médecine quand on passe son internat. Ouais. Mais je sais que ta mère était mariée, que Charlotte... Charlotte devait être là. Charlotte était là. Oui, peut-être pas toi, mais Charlotte était là, en tout cas. Est-ce que tu te souviens que j'ai été malade? Oui, Euh, Maman a eu recours à des magiciens à ce moment-là ou pas? non, je crois pas. Non. J'ai jamais entendu parler de ça. Elle n'a pas été voir de voyante, j'ai jamais entendu parler de ça. Et quand quelqu'un est dans le coma, Oui, ou enfin voilà, oui, comme ça a été le cas oui. pour moi, pourquoi on revient, à ton avis? C'est juste médical, c'est scientifique pour toi? Ah oui, non, mais c'est médical, ça. Tu penses pas que l'amour... Non, je crois pas. Ça, c'est totalement médical. Moi, je crois pas que les choses soient totalement médicales. Quand tu dis que Billy s'est fait brûler, tu peux pas dire qu'il y a des coupeuses de feu. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire qu'il y a des gens qui ont des dons et dire que quelqu'un qui est dans le coma, qui revient, c'est totalement médical. Je suis pas d'accord, mamie. J'en sais rien. On dit que les gens qui sont dans le coma, il faut leur parler, leur raconter des choses qu'ils entendent et qui peuvent rapporter même des paroles après, etc. Donc ça, On n'a pas de preuves. non, on n'a pas de preuves. Donc ça, je peux pas t'en dire plus. C'est pas grave, ça m'intéresse. Donc ça, et puis la vie après la mort. Et toi, tes copines autour de toi, qu'est-ce que tu penses des gens qui se font tirer les cartes, enfin, tu vois, ou qui vont voir des voyantes? T'en connais beaucoup des gens? Non, moi, je connais que cette amie vietnamienne, dont je connais ta mère. Ouais, mais on peut en parler. Oui, je connais ta mère, mais autrement, non. Tu connais ma mère. Voilà, puisque c'est ma fille. Non, mais autrement, je connais pas grand monde qui fait. Et maman, elle t'en parle du fait qu'elle va voir des voyantes ou pas? Elle m'en a parlé quelques fois, mais depuis plusieurs années, elle ne m'en parle plus. Parce que tu lui avais dit que tu trouvais que c'était de la merde? Non, 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 mais non, parce que ça me fait rire. Bah et alors? Ça me fait rire, si tu veux. Mais moi, je lui ai demandé des adresses de voyantes. Elle m'avait donné une adresse pour justement mon amie vietnamienne, mais qui n'avait pas apprécié parce que la consultation, c'était par téléphone. Ah, et ça s'était pas bien passé. Si, ça s'est bien passé, mais si tu veux, elle est pas.
elle trouve... enfin, elle reste sur sa faim. Elle ne fait pas très confiance. Bah, il faut voir les gens. Il y a un Oui, fil voilà, qui c'est doit ça. s'échanger quand même. Moi, je fais des consultations en visio aussi. Parce que je Oui, fais des. Alors, moi, je tire les cartes oui, et je le fais en visio, mais j'ai besoin de voir la personne. oui. Mais par téléphone, sans voir, sans expression, j'ai pas mon outil d'intuition Oui, qui peut fonctionner oui, totalement, je pense, quoi. je ne vois pas comment ça peut fonctionner. Donc, elle lui a téléphoné et je sais qu'elle a elle a payé sa consultation, enfin assez cher même d'ailleurs. Elle lui a dit des choses qu'elle m'a rapportées parce qu'elle m'a téléphoné tout de suite pour me dire, ça concerne aussi mes copines, etc. Comme en ce moment on a plein de copines qui sont malades ou qui meurent, etc. Et ça l'a rassurée parce qu'on lui a dit que tout allait bien pour toute l'année, etc. Mais elle est toujours demandeuse, quand même. Je peux lui donner ton adresse, hein, si tu veux. Bah ouais. Mais moi, ça me ferait plaisir de la voir en plus. Oui, Est-ce que tu crois en Dieu? oui, un peu quand même. J'ai cette formation religieuse qu'on a tous eue. Donc on croit à une force supérieure. J'ai de très bons contacts, moi, avec ce prêtre libanais qui est vraiment un ami, à qui je peux tout dire et qui peut me conseiller dans beaucoup de choses. Euh, il a 70 ans, il est beaucoup plus jeune que moi. Euh, on parle jamais religion, tous les deux. Vous parlez d'amour? Oui, on parle de tas de choses, de la vie, des choses de la vie, mais jamais de religion. Il ne me pose pas de questions. Quand je suis au Liban, j'allais à sa messe, etc., qui était en arabe en général. Je n'y comprenais rien, mais il me faisait des signes quand il fallait. Parce qu'il est maronite. Euh, je peux prier, je prie. J'aime bien aller à l'église, me recueillir, etc. Je ne peux pas dire que je ne suis pas croyante. Je vais dire que je ne suis pas pratiquante. Il y a une chose qui me dérange, et là je le vois parce que ce prêtre libanais, toutes les semaines, tous les samedis, il m'envoie l'homélie, ce qu'il va dire à la messe, son homélie. Et quand je lis cette homélie, je trouve... je ne comprends pas tout, je comprends pas tout ce qu'ils veulent dire. Je trouve que c'est très sectaire en fait. Et ça me dérange. Ça me dérange ce discours. Mais ce prêtre, c'est un support pour moi. Par exemple, l'année dernière, je parle encore de la mort de ma mère. Ma mère est enterrée à Tours dans une concession, une tombe, dont la concession, c'est-à-dire le prix de la location de la tombe, arrivait à sa fin. Mon père avait payé pour je ne sais pas combien d'années, etc. Donc la mairie de Tours m'a écrit pour me dire écoutez, soit vous payez encore pour 30 ans, soit on supprime la tombe de votre mère. Alors, moi, avec Tante Yvette, on ne savait pas quoi faire. Parce que cette tombe, vous n'avez pas connu ma mère, mes enfants n'ont pas connu ma mère, plus personne n'a connu ma mère, plus personne va dans ce cimetière. Même moi, je ne vais plus à Tours maintenant, très peu. La dernière fois que j'y suis allée, c'était peut-être il y a 2 ans. Cette tombe n'est plus entretenue, j'ai vu qu'elle était en mauvais état. Donc j'en ai parlé à mon prêtre libanais et je lui ai dit voilà, je suis très perturbée, qu'est-ce que je fais? Et il m'a aidé. Et il m'a dit supprimez cette tombe. Votre mère, vous l'avez en vous. Voilà. Vos enfants ne savent même pas retrouver cette tombe. Ils ne savent pas où c'est, personne ne l'a connue, etc. Il ne reste plus rien maintenant. Vous avez fait des démarches, vous avez cru, etc. Votre mère, vous l'avez dans la tête, dans le cœur, etc. Vous la supprimez et c'est pas grave. Elle est au ciel, alors bon, voilà, c'est pas grave. Elle continue à vous protéger, etc. Et il m'a aidé à prendre cette décision avec ma tante. Et ma tante était d'accord, parce qu'elle était d'accord dès le premier jour. Mais parce qu'effectivement, c'était elle qui l'entretenait à Tours, avec tonton Jules, ils y allaient, etc. Mais moi, j'y allais plus, ou très rarement. Mais c'était difficile quand même.
Et lui m'a aidé, il m'a dit, il faut le faire, Gisèle, vous enlevez ça de la tête, et votre mère est quand même toujours là où elle était. Moi, personnellement, je suis même pas pour avoir une tombe. Je m'en fous d'avoir Mais un endroit. Enfin, c'est immatériel, voilà, on est immatériel. oui, C'est pour ceux qui restent. oui. Mais Mais si évidemment, tu veux, moi, quand j'avais 18 ans, quand ma mère est morte, ça m'a beaucoup aidé, la tombe. J'allais, tu vois, je m'achetais, c'était, je vais dire des trucs ridicules. Je m'achetais une nouvelle robe, j'allais lui montrer la robe sur la tombe. J'y allais. Et ça me faisait du bien. Je disais rien, mais je venais avec ma robe. J'avais l'impression que ma mère voyait la robe, tu vois. Bon, tout ça, ça passe, mais si tu veux, au début, ça m'a beaucoup aidé. Et à l'époque, j'étais très pratiquante, parce que ça m'aidait aussi. Donc, je ne peux pas dire que je ne sois pas croyante. Voilà. est-ce que tu crois aux anges? Qu'il y ait des anges qui puissent être bienveillants? Non, pas trop. Non. Tu crois à la force supérieure, tu Oui, disais. oui. Et qu'est-ce qu'elle fait, cette force supérieure? Elle a créé le monde. Elle fait quoi? Elle organise les choses. Elle fait quoi, cette force supérieure? Elle Elle a a une créé le justice. monde, et puis on voudrait qu'elle organise les choses, mais au mieux. Mais en fait, moi, mon doute maintenant, quand je vois tout ce qui se passe, je me dis que c'est pas normal, que cette force supérieure devrait empêcher tout ce qui se passe de mauvais dans le monde. Or, Dieu sait s'il s'en passe des choses mauvaises. Voilà. Et c'est là où je comprends qu'on puisse perdre la foi. Et il y a des gens qui perdent la foi quand il y a une grande guerre ou quand ils ont des tas de malheurs, perdent la foi complètement, ça je le comprends. Mais toi, t'as la foi. Oui, je l'ai quand même. Je m'y accroche. Je m'y accroche. Mais tu vois, quand je lis les homélies du Père Daou, qui dit l'amour de Jésus est là pour nous sauver tous, il nous sauvera, nous les mécréants, les méchants, etc. Mais non, regarde ce qui se passe Ouais. en ce moment. Ouais, et on ne C'est sait même pas quel pays choisir, enfin quelle guerre choisir là. quelqu'un. Et tu vois, il y a un auteur qui a dit, Flaubert, qui a dit l'homme est un monstre, un menteur, un hypocrite, un voleur, un assassin. Il n'y a que l'amour qui pourrait le sauver. Et mais ça, j'y crois maintenant, en ce moment. L'homme est un monstre, et franchement, capable de tout. Mais Capable de tout. capable de tout, je le sais, mais capable d'aimer Mais aussi. capable d'aimer. Et il n'y a que l'amour qui peut le sauver, effectivement, mais c'est difficile. Parce que quand tu vois ce que sont capables de faire les hommes actuellement, voilà, puis ça s'est passé pendant la guerre. Enfin, moi, j'ai vécu la guerre, j'ai des souvenirs. Bon, de petite fille, d'accord. Enfin, j'ai des souvenirs. Tu veux en raconter un? T'es pas obligé. Oui, non, mais j'étais petite, donc j'avais entre 2 ans et 8 ans. On avait une voisine, je me souviens de son nom, elle s'appelait Madame Massuyo, que j'allais voir très très souvent parce que j'aimais beaucoup les vieux. J'allais la voir et je me souviens qu'un jour je l'avais trouvée en larmes devant un journal. Et elle m'avait dit, tu vois, regarde cette photo, ma petite fille, c'est la photo de mon fils. Il a été fusillé par les Allemands parce qu'il faisait de la résistance. Et cette femme pleurait, pleurait, pleurait parce que son fils avait été fusillé par les Allemands. La semaine d'après, il y avait eu sa photo dans le journal, on en avait parlé, etc. Et ça, tu vois, je m'en souviens. Je me souviens aussi d'Oradour-sur-Glane, parce qu'on entendait les enfants, malheureusement les parents, on entendait les parents parler, enfin les mères, parce qu'il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait que des femmes. Et je me souviens d'une conversation de ma mère avec la voisine du dessus, qui racontait qu'il y avait des Allemands qui étaient rentrés dans un village, et qu'ils avaient renfermé les femmes et les enfants dans une église, et qu'ils avaient brûlé tout le monde et tué tous les hommes. C'était Oradour-sur-Glane. Oradour-sur-Glane, c'est un épisode de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, où ils ont tué tout un village, quoi. Moi, je l'ai visité après avec mes élèves, Oradour-sur-Glane. Voilà, des épisodes, donc on en avait. Puis il y avait aussi les bombardements la nuit, où on se levait la nuit, mais ça, moi, ça, j'aimais assez bien,
parce qu'on allait dans les abris, dans les souterrains, si tu veux. Il y avait un côté un peu aventure, quoi. Oui, ben, on se levait la nuit, en pyjama, ma mère nous mettait un manteau, à tante Yvette et moi, et on allait, puis alors il y avait des vieux qui étaient là, qui n'étaient pas partis à la guerre, qui chantaient des chansons pour nous amuser, pour qu'on n'ait pas peur. Puis on entendait les avions qui passaient, les bombes, etc. Et moi, je voudrais qu'on parle juste d'un truc enfin, avant rien d'ailleurs, mais je voudrais qu'on parle d'un truc. Quand j'ai passé mon permis, quand je sais pas, je vais à l'hôpital où il se passe le moindre truc, je te demande quoi? Tu peux le dire? Tu me demandes de mettre un cierge. Et même si tu ne me le demandes pas, je le propose. Et je vais mettre un cierge à l'église et je prie. Et ta prière, c'est plutôt Marie, c'est plutôt... tu pries qui? Tu pries Dieu? Je prie la Vierge et Dieu, les deux. Ouais. Et tu formules une prière déjà faite ou tu formules la tienne? Non, mais je formule ma prière. Et après, je termine par je vous salue Marie, et après, Notre Père. Mais je l'ai fait pour tout le monde. Hein. Je sais. Non, mais je parle de moi parce que voilà, tu l'as fait pour tout le monde. Et est-ce que parfois ça marche pas? Oui, mais ça marche presque toujours. Hein. Ça a presque toujours marché. Et quand est-ce que ça n'a pas marché d'ailleurs? Pour ta mère, quand elle avait un procès avec... On coupera. D'accord. Parce que je peux pas mettre de marque, je veux pas avoir d'emmerde. Mais donc ça, ouais, une fois ça n'a pas marché. Qu'elle a perdu, ça n'a pas marché. Ouais. Alors que tout le monde lui avait dit que ça marcherait, quoi, quand même. Oui, mais autrement, pour les bacs, les permis de conduire, ton permis de conduire, je mets bien un cierge. Je mets des cierges, mais enfin, pour des tas de choses, Brune, quand elle a passé son master, enfin, à qui j'ai proposé un cierge l'autre jour. Le dernier, je ne sais plus ce que c'était peut-être pour Charlotte. Non, mais l'autre jour, j'ai voulu rire quand Basile a passé sa 2e étoile. Charlotte avait envoyé un message, j'ai voulu lui répondre: est-ce que je peux mettre, est-ce que tu veux que je mette un cierge? Mais il l'a eu en plus. Oui, mais en plus il l'a eu de toute façon. Chichou. Bon, on va pas mettre des cierges non plus pour qu'il ait sa 2e étoile. Ouais. Non, mais c'était pour rire. Garde les cierges pour plus. Non, c'était pour rire là. Je l'aurais pas fait de toute façon. Je l'aurais pas fait. Et donc par exemple, juste pour revenir, on mélange un peu tous les sujets, mais par exemple, Françoise, est-ce que tu leur parles ou plus du tout? Oui, non. Ah non. Tout Non. ça, non, je parle pas. Mais j'ai jamais vraiment parlé aux morts. Hein. Même à ma mère, je lui parlais pas. Mais j'allais sur sa tombe, au moins une fois par semaine. Est-ce qu'il y a dans pour moi j'ai posé toutes mes ah non, il y a une question qu'il faut que je te pose. Donc le tarot pour toi, tu as eu une expérience, mais tu n'as jamais eu envie de t'acheter un jeu ou de t'approprier le truc? Non, jamais. Ok. Qu'est-ce que c'est pour toi les cartes? Si on parle vraiment des cartes, des visuels, c'est quoi pour toi? Au-delà de ton expérience et au-delà du don, c'est quoi le support pour toi? Je ne sais pas te répondre là. Tu sais pas me répondre? Non. Ok. Est-ce que, et par exemple, les dés ou le pendule? Oui. Est-ce que tu y crois au pendule? Non. Non? Bah, je sais que Charlotte utilise ça. Non, j'y crois pas trop. Charlotte, c'est ma sœur. Oui. Non. Charlotte, elle utilise le pendule, elle utilise les cartes aussi. Oui, je sais. Et la femme de mon frère, Martin, elle tire les cartes aussi. Oui, Paulina, oui. D'ailleurs, je trouve ça extraordinaire que vous mettez toutes à tirer les cartes. C'est quoi? C'est une mode ou quoi? Je pense que c'est peut-être quelque chose dont la société a besoin. Par manque de sécurité, par angoisse, par manque de confiance en l'avenir. Je pense que c'est ça, parce que vous mettez tout à tirer des cartes. Tu crois? Et oui. Et je pense que c'est parce les gens n'ont plus confiance en l'avenir, ont peur en fait. Surtout les gens vont moins à l'église quand même. Et les gens vont moins à l'église. Tu sais le support que te donne le père là, ton ami, le prêtre? Oui. Moi, j'ai pas d'amis prêtre. Par contre, j'ai l'ami horoscope, j'ai l'ami cartomancie,
Oui. j'ai l'ami numérologie, Oui. et j'ai voilà. Oui. C'est c'est une aide, c'est la foi. Oui, voilà. Non, mais de toute façon, je pense qu'on a besoin d'aide et de support pour se rassurer et puis pour s'aider, pour avoir de l'aide dans les mauvais moments. Parce que quand même, dans la vie, on traverse de mauvais moments, parfois. C'est vrai que quand il y a un bon moment, tu vas pas poser de cierge. Tu Voilà. vas pas poser un cierge Non, non. quand Non, non. Basile a C'est quand- effectivement eu sa deuxième C'est étoile. quand on se sent fragilisé. Alors, il y a différents niveaux de fragilité, évidemment. Mais un divorce, c'est quelque chose, ou un décès, c'est quelque chose de très important, très difficile à vivre. Donc là, on a besoin, je comprends qu'on a besoin d'aide. Mais par exemple, les Vietnamiens, les Asiatiques, ils sont très, très superstitieux, qui n'achètent pas un appartement sans faire venir les voyantes, ou qui ne le meublent pas sans faire venir les voyantes, pour savoir comment il faut mettre les meubles, enfin, ou même les tableaux. Enfin, c'est fou, quoi. C'est, C'est feng shui. là, ça, c'est... je crois que les Asiatiques sont très superstitieux. Et pas toi? Un peu, quand même. On est tous un petit peu superstitieux. Maman l'est énormément. Moi, Oui. maman m'a toujours dit touche ta tête. Enfin, tu vois, touche ta tête, touche du bois. Ah oui, Enfin, oui, oui. non, touche ta tête. Et si je ne la touche pas, Oui. mais elle peut, mais enfin, Oui. c'est une Ça, trahison. c'est Si je pas te moi touche qu'elle pas a- ma tête. C'est pas moi qu'elle a vu faire ça, hein, parce qu'on n'a jamais fait ça. Je touche ta tête, je sais pas où elle a pris ça. D'où elle a pris ça, tu crois? J'en sais rien, je sais pas où elle a pris ça. Et toi, ta superstition, elle vient d'où? Enfin, tu dis, je suis un petit peu superstitieuse. En quoi t'es superstitieuse? Je ne sais pas. Alors là, je ne sais pas trop quoi te répondre. En quoi je suis superstitieuse? Mais c'est pas grave, prends ton temps. Non. Hein. Non, mais je me fais du souci pour mes enfants et mes petits-enfants, pour mon entourage, si tu veux. Et donc, en quoi je suis superstitieuse? Je passerai pas sous une échelle? Peut-être. Bah, en même temps, il y a plus de risques de se la prendre dans la gueule en passant dessous que... Enfin, tu vois, c'est pas de la C'est superstition. un peu dangereux. Oui, non, mais ça, c'est un peu... C'est un peu dangereux. Je choisis des chiffres quelquefois. Si on me propose par exemple une place dans le train, dans la voiture numéro 15 ou dans la voiture numéro 11, je vais choisir la numéro 11. Parce que le 11 revient dans ma vie tout le temps. Quand? Quand revient le 11? Tu ne sais pas ça? Parce que Si je le sais, mamie, mais ça Bon. m'intéresse que ça soit enregistré. Alors, je me suis mariée un 11 septembre. Mon fils est né le 11 mai. Ma fille est née le 1er novembre, c'est-à-dire le 1er 11. Ma mère était du 11 mars. Mon père est mort un 11 avril. J'ai divorcé un 11 octobre. Et c'est pourtant pas moi qui ai choisi la date, là. Et la date de la naissance de mes enfants, je ne les ai pas choisis non plus. Et dernièrement, en cherchant dans mes papiers, j'ai retrouvé mon diplôme du baccalauréat, et mon baccalauréat, je l'ai eu le 11 juillet. Donc, ça fait beaucoup. Et je dois en oublier. Oui, parce qu'il y avait autre chose. Il y avait une adresse aussi. Il n'y a pas un 11... Il y avait autre chose. Enfin, oui, il y a beaucoup de choses. Je sais plus tout. Et le 11 revient très très souvent dans ma vie. T'avais pas habité au 11 ou je sais pas quoi ou Non, je n'ai pas habité au 11. Mais alors, dans mes codes de téléphone, tu verras, c'est 11. J'ai des 11 tout le temps. Je mets toujours des 11 partout. Ouais. D'ailleurs, Olivier, il est capable d'ouvrir mon portable, mon iPad, etc. Parce qu'il connaît mes codes. Ça revient tout le temps. Ils sont toujours les mêmes chiffres. Il y a d'autres 11, certainement. Mais je sais que le jour où mon père est mort, d'un infarctus, donc il est mort en 20 minutes, si tu veux, ma belle-mère m'a téléphoné le matin en disant « Papa ne va pas bien, il est fatigué, je vais le faire hospitaliser pour qu'on lui fasse des examens. » Et on était au lit avec Papy Pelot et je lui ai dit « On est le combien aujourd'hui ?» Il me dit « Le 11 avril. » Oh, c'est qui? c'est une amie, je la rappellerai. C'est Gisèle Duc.
Je dis à Papy Pelot, on est le combien aujourd'hui? Il me dit, je crois qu'on est le 11 avril. Je lui dis, j'aime pas cette date. Une heure après, ma belle-mère au téléphone pour me dire, papa est mort. J'avais tout de suite dit, je ne sais pas, ce 11, qui revient tout le temps. C'est bizarre, hein? Et c'est pour ça que j'avais dit à tout le monde, en 2011, j'avais annoncé ma mort. J'avais dit en novembre... Mais je me souviens, ça me dit un truc. En novembre 2011, je vais mourir. Et non, malheureusement, t'es encore avec nous. Tu dois nous supporter encore pendant quelques années, ma petite mamie. Eh ben, on verra. On verra. Quel jour... Ben oui, on verra. Mais si je choisissais, le jour de ma mort, je choisirais un 11. Un 11 quoi? Ben 11, je sais pas, moi, de n'importe quel 11, mais de n'importe quel... Ça dépend du mois. Donc, on est d'accord pour dire qu'il n'y a que de la merde, sauf l'amour. Oui, c'est ça. Enfin, faut-il encore avoir de l'amour autour de soi? Il faut pouvoir trouver l'amour. Est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est juste pour parler un peu d'amour? Oui. Parce que quand même, oui. Voilà. C'est quoi pour toi l'amour? L'amour, c'est faire attention aux autres, faire en sorte qu'ils ne souffrent pas, qu'ils soient le plus confortable possible. Le plus confortable possible, voilà, exactement. Qu'il y ait du bien-être et de la bienveillance. Oui, de la bienveillance, de la joie, etc. C'est ça, c'est faire attention à l'autre, c'est ça l'amour. De l'aide. Et du soin. Voilà, de l'aide en tout. Je trouve que dans les couples d'amoureux, par exemple, quand il n'y a pas d'entraide, on peut s'aimer passionnément, etc. Quand il n'y a pas j'ai des exemples, mais je ne peux pas les citer. Quand il n'y a pas d'entraide... Tu peux dire les prénoms. Eh bien, c'est pas un véritable amour. Alors, il ne s'agit pas de s'effacer devant quelqu'un d'autre, il faut avoir sa personnalité, mener sa vie, mais il faut faire attention à l'autre, c'est ça, faire attention aux autres, surtout. T'as beaucoup aimé, toi, dans ta vie? Moi, j'ai été amoureuse de Papy Pelot, qui a été l'homme de ma vie, et puis j'étais tellement déçue que après, j'ai pas pu, parce que j'avais quand même 56 ans, j'aurais pu refaire ma vie, je n'ai pas pu refaire ma vie. Parce que je ne croyais plus en rien. Il a détruit ça. Donc, j'ai mené une autre vie. Je me suis occupée de... Tu as mis ton amour ailleurs. Ailleurs, à mes petits-enfants, dont je me suis beaucoup occupée, comme tu le sais. Et comme il y en avait 9, ça m'a beaucoup occupée pendant des années. Ça s'est passé au même moment. Vous êtes nés au moment, tous les uns après les autres, au moment où je divorçais, où il y avait cette rupture. Et cette désillusion, si tu veux. Donc, moi, j'ai décidé de m'engager là. Avec mon association libanaise, etc., j'ai trouvé une autre sorte d'amour. Et en fait, j'ai eu, finalement, maintenant, à 87 ans, je réfléchis, je peux faire le bilan. Hein, je me dis que j'ai eu une vie plus intéressante depuis mon divorce. Et que j'ai apporté aux autres beaucoup plus que ce que j'aurais fait si j'étais restée avec mon mari. Parce que je serais restée avec mon mari, à l'aider, à faire attention à lui, à faire ses cas de bonne volonté, etc., pour qu'il soit de bonne humeur, etc. Alors que là, j'ai vraiment donné aux autres. Je me suis occupée de mes petits-enfants le plus que je pouvais. J'aurais pas pu faire plus. Et tes copines, mamie, et puis mes copines, de Nanterre, enfin, je veux dire, tout le monde, quoi. Et puis tous mes amis, j'ai eu des amis merveilleux. C'était des histoires d'amour quand même. Voilà, c'était des histoires d'amour. C'est pour ça que mes amis, à chaque fois qu'il y en a un qui meurt maintenant, c'est un drame pour moi. C'est un drame parce que mes amis ont compté énormément. Ils m'ont tellement... J'ai eu des amis merveilleux. J'ai eu des amis comme Françoise Appartenait, qui, au moment de mon divorce, m'a dit, voilà, tu as une maison à Chambourcy, mais ta deuxième maison, c'est ici, chez nous.
voilà les clés, tu y viens, même quand on n'est pas là. Ce que j'ai fait quelquefois. Tu as ta chambre, tu laisses ton pyjama, tes affaires de toilette, tes livres, tes bouquins. C'est ta chambre, c'est la chambre de personne d'autre. Voilà. C'était ça, mes amis. Bon, j'ai vu Anne-Claude au Vésiné, qui, pareil, m'a hébergé pendant 6 mois quand j'avais pas de maison. Ben, j'avais vendu ma maison, j'avais pas acheté celle-ci pendant mon divorce. Il m'a dit, voilà, au 2e étage, ton 2e étage, c'est pour toi, installe-toi, tu restes le temps que tu veux, etc. J'ai eu des amis comme ça. Et donc, si tu veux, j'ai eu une vie riche, entourée de gens bienveillants et solidaires. J'ai eu mes petits-enfants qui m'ont apporté beaucoup de bonheur, qui m'ont aidé. Et j'ai eu une vie très intéressante en plus, avec le Liban, avec tout ce que j'ai pu faire. J'ai fait des voyages. Donc, j'ai eu une vie finalement plus riche. Après le drame. Après ça. Et je n'aurais pas eu cette vie-là si j'étais restée mariée. Donc, si tu veux, voilà le bilan que je fais. Donc, il est positif. C'est ça. Et je ne regrette rien. On va tirer une carte. Bon, alors. Mélange le paquet. Alors, moi, je veux pas que tu me tires les cartes. Mais mamie, c'est obligé. Ah, je suis obligée. Bon. Alors, tiens, voilà, je te tire une carte. Elle a tiré la justice. La justice. C'est une carte majeure. Ah bon, voilà. C'est une carte de... Évidemment, donc c'est une carte majeure. Oui. Parce que dans le tarot, tu as les cartes de cour. Oui. Roi, reine, cavalier, valet. Tu as les cartes mineures de 4 couleurs. Les bâtons, les deniers, les coupes et les épées. Attends, je suis émue, du coup, je pleure un peu. Et puis tu as les cartes majeures. La justice, c'est que justice est faite. C'est une carte d'équilibre. C'est une carte de justice divine, c'est-à-dire que les choses sont à leur place. Les choses... Ça m'émeut parce que ça va vachement bien avec toi. C'est vrai, avec ce conversation. C'est une carte extrêmement bonne qui te dit que les choses sont à leur place, que les choses sont justes et que justice a été rendue et que voilà, qu'il y a une justice divine et que les choses sont à leur place. C'est une carte de justesse. Mais c'est bien, c'est très bien. Mais et juste derrière, il y a le 6 de coupe qui est la carte de la famille. Oui, alors ça me plaît beaucoup, c'est très bien. C'est très bien. Alors, c'est la conclusion de tout ce qu'on a dit, en fait. Super, hein, Juju. Oh, petite Juju. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Enfin, avec moi. Bon. Eh ben, bon coup.